Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo intitulée Wake Up, Buy, Repeat, où on va décortiquer ensemble les éléments qui font qu'un bien est plus rentable qu'un autre pour pouvoir dupliquer cette opération et te constituer un patrimoine immobilier conséquent. Je suis Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité salariée et depuis quelques années, j'ai acheté 7 biens à destination locative pour 1,6 million. Donc, acheter un bien, le louer, c'est à la portée de n'importe qui. Mais dupliquer cette opération 2, 3, 10 fois, 20 fois, c'est beaucoup plus complexe et c'est ça que j'aimerais te montrer dans cette vidéo. C'est parti. On va prendre 3 cas différents d'investisseurs, mais qui ont investi le même montant. L'achat du bien, les frais de notaire, des travaux éventuels. Dans le premier cas, on va avoir une personne qui aura trouvé un appartement déjà loué. C'est une personne qui du coup ne va pas faire de travaux dans son appartement parce qu'il est déjà loué, il y a un locataire en place. Et c'est une personne qui va se dire je vais faire un emprunt à la banque de la totalité de l'opération, mais j'ai envie de payer peu d'intérêt, parce que pour moi c'est sortir de l'argent par les fenêtres et payer à la banque trop d'argent. Donc du coup cette personne va vouloir une durée de prêt très limitée, 10 ans. Et enfin c'est une personne qui aura trouvé un bien dans un immeuble des années 70 avec un petit jardin, un parking et un ascenseur. Dans le deuxième cas, on a un particulier qui aura trouvé un bien qui sera vide de toute occupation, c'est-à-dire que quand il va l'acheter, il n'y aura personne dans l'appartement. Cet investisseur va faire des travaux, il va rénover complètement le bien. Il va faire un emprunt sur 20 ans et il aura trouvé ce bien dans une résidence, dans un appartement, dans un immeuble qu'on appelle de rapport, c'est-à-dire un immeuble où les services de l'immeuble sont réduits à leur plus strict minimum. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de gardien. C'est vraiment très très basique comme service offert. Et dans le troisième cas, on aura un investisseur qui aura également un appartement vide de toute occupation au démarrage. Mais cet investisseur, lui, va faire, en plus des travaux, il va restructurer le bien en créant une chambre supplémentaire. Cet investisseur va faire un emprunt sur 25 ans, donc il va payer beaucoup d'intérêt, il va faire un emprunt sur 25 ans. Et enfin, il aura trouvé son investissement, son appartement dans un immeuble de rapport, comme le précédent cas. Donc du coup, qu'est-ce que ces différentes caractéristiques de biens auront comme conséquence sur la rentabilité de ces opérations? Je schématise, mais ces cas sont assez proches de l'arrêté néanmoins, et ça va permettre de bien comprendre la dynamique. Dans le premier cas, on va avoir pour notre investissement un montant de loyer, des revenus qui vont être assez faibles. Parce que au moment de l'achat, le revenu théorique qu'on pourrait trouver sur le marché sera supérieur au revenu que paye le locataire actuel. Parce que le locataire, il est déjà en place. Donc en général, il paye un loyer un peu plus faible que le montant du loyer au moment de l'achat. Donc on va subir une petite décote. Dans ce cas-là, le loyer sera de 400 euros. Comme le prêt, on l'a vu, il sera sur une durée assez courte, les mensualités à rembourser seront assez conséquentes. Dans ce cas-là, un prêt sur 10 ans de 100 000 euros à un taux de 1%, on va être sur des mensualités à 900 euros. Et enfin, cette personne va avoir à subir des charges de copropriété, d'entretien de cette copropriété, assez significatif, parce qu'encore une fois, on parle d'immeubles des années 70 où il va falloir faire de l'entretien des parties communes qui sont assez conséquentes, des ascenseurs, des espaces verts, etc. Donc on aura des charges à 50 euros. Donc à la fin du mois, cette personne aura à débourser 550 euros de sa poche pour cet investissement. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un revenu qui sera supérieur par mois. Pourquoi? Parce qu'on a fait des travaux. Du coup, cet appartement, il est nickel, donc on va pouvoir le placer à un prix assez élevé sur le marché. Le montant d'un loyer d'un appartement refait à neuf. D'un autre côté, cette personne aura des charges de crédit, des mensualités à rembourser, beaucoup plus faibles que dans le précédent cas, parce qu'on a lissé la durée du prêt sur 20 ans. Du coup, les mensualités seront beaucoup plus faibles, même si on paye plus d'intérêts. Et enfin, les charges seront plus faibles que dans le premier cas, parce qu'on est sur un immeuble de rapport, où encore une fois, tu as compris, il y avait peu de services et du coup peu de coûts associés. Enfin, dans le troisième cas, on va avoir un revenu qui va être
encore supérieur. On va partir de 600 euros. Pourquoi 600 euros? C'est parce qu'on a créé une chambre supplémentaire. Donc ça peut être potentiellement un appartement qu'on peut dédier à une toute petite colocation ou une jeune famille qui sera prête à payer plus cher parce que ça sera un 2 pièces. Les charges, comme le crédit sera sur une durée de 25 ans, seront encore un peu moins élevées que dans le deuxième cas. Et dans ce cas de figure, on aura des charges encore un peu plus faibles parce que l'investisseur aura été assez éclairé et aura trouvé une copropriété qui est très bien gérée en termes de coûts, on va dire opérationnels, sur tout ce qui est entretien, etc., qui sont assez limités. Donc dans ce cas-là, on se retrouvera avec ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on est plus riche dans notre poche, même si on a un emprunt, parce qu'on a très bien monétisé le bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir en tant qu'investisseur comme cas de figure? Bien sûr, on voudrait être dans ces deux cas-là plutôt que dans celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le premier cas, on a en fait, après l'opération qu'on a faite avec notre banquier, on a un reste à vivre qui est plus faible à la fin du mois qu'avant l'opération. On perd 550 euros par mois. Alors, ce n'est pas de la perte, on a fait un investissement, donc au final, on s'enrichit. Mais en liquidité, dans ma poche, à la fin du mois, je suis moins riche qu'avant l'opération. Dans le deuxième cas, on est presque à l'équilibre. On est dans l'épaisseur du trait. On a à peu près la même liquidité. On a à peu près 30 euros à débourser de notre poche. Là, j'estime que c'est une opération qu'on va considérer comme blanche. C'est-à-dire que j'ai fait un emprunt. J'ai emprunté 100 000 euros, mais finalement, à la fin du mois, je n'ai pas plus à débourser de ma poche. Dans le dernier cas, au contraire, on a plus d'argent après l'opération qu'avant. Et ça, c'est clé. Pourquoi? C'est parce que quand on va vouloir répéter l'opération et qu'on va se représenter devant un banquier, il va regarder notre dossier. Et notre dossier, je schématise un petit peu, mais sera meilleur après l'opération que au moment où on a fait l'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le banquier nous refuse une deuxième opération, étant donné qu'on est mieux disant après ce deal. Du coup, c'est ça la logique dans laquelle tu dois te positionner, c'est-à-dire que si tu veux répéter et répéter encore des opérations pour te créer un capital significatif, il faut que tu puisses activer les leviers qu'on va voir ensemble. Ces leviers, lesquels sont-ils? Je te les ai expliqués un tout petit peu à l'oral dans le cas précédent. Ces leviers, c'est pour avoir un investissement pertinent. Donc, premier levier, l'emplacement. Alors, il ne faut pas que tu aies l'emplacement comme critère principal en tête, comme un élément clé de ton investissement locatif. Ah, il faut que je privilégie forcément un cœur de ville. Non, ce qu'il faut plutôt, c'est un rapport entre ton loyer et la demande des locataires que tu vas avoir en face et de trouver un juste milieu. En général, quand on est très bien placé dans les cœurs de ville, on surpaye le prix à l'achat et on ne retrouve pas forcément ce loyer tous les mois auprès des locataires. Donc c'est plutôt un rapport entre les deux, un bon mix à trouver entre le prix du logement et le loyer que tu vas pouvoir en retirer. Le deuxième élément qui est vraiment clé, et celui-là tu dois l'avoir en tête, il est principal, c'est la monétisation du bien. C'est-à-dire les revenus que tu vas pouvoir générer à partir de ce bien. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a quelques-unes que tu dois avoir en tête. La première, c'est rénover entièrement le bien. Si tu rénoves ce bien, tu vas pouvoir le placer à un montant élevé de loyer par rapport à ce qui se passe sur le marché parce que tous les biens ne sont pas refaits à neuf. Donc toi, tu vas pouvoir charger ce qu'on appelle un premium sur ton appartement. Deuxième alternative, c'est de faire des colocations. Et quand on a 2-3 chambres dans un appartement, en général, on dégage plus de revenus sur ce type d'appartement que si on avait une occupation traditionnelle de l'appartement. Et enfin, destiner cet appartement à de la location saisonnière, si c'est possible. Tu peux pas faire ça partout, mais en général, on va dégager plus de revenus. Donc ça, c'est vraiment très important à l'avoir en tête. Acheter et louer de manière classique un studio à une personne sans faire de travaux, ça va être beaucoup moins rentable que de faire des travaux ou de le destiner à la colocation. Le troisième élément que tu dois avoir en compte, c'est le taux de ton crédit. Le taux de ton crédit, c'est important, mais ce n'est pas l'élément clé. Pourquoi ce n'est pas l'élément clé? C'est parce que tes mensualités
elles vont être lissées sur plusieurs années. Donc même si tu as un taux à 1,2 plutôt qu'à 0,8, c'est pas la mort parce qu'en fait, l'impact de ton crédit, il est beaucoup plus influencé par la durée que par le taux. Donc le taux c'est important, mais ça ne va pas être ton combat premier. Ton combat premier, ça va être la durée du prêt. Plus tu vas étaler dans le temps ton prêt, plus les mensualités seront petites. Et en général, un juste milieu, enfin un bon rapport entre un emprunt et les mensualités, c'est 20 ans. Si tu peux faire 25 ans, c'est idéal, mais là on commence à payer beaucoup d'intérêts et finalement les remboursements sont peu différents entre 20 ans et 25 ans. Mais voilà, comprends que plus tu étales, mieux tu seras à la fin parce que tu ne vas pas payer beaucoup de remboursements tous les mois. Il faut bien que tu aies en tête que ce n'est pas toi qui rembourses le crédit à la banque, c'est ton locataire. Donc même si au final tu payes plus d'intérêts, c'est pas grave, c'est ton locataire qui les paye. Toi, ce que tu veux, c'est une mensualité très faible. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la structure de l'immeuble dans laquelle tu achètes. Pourquoi? Là, on parle des charges de copropriété. Parce que c'est un élément sur lequel, en tant que propriétaire, si tu n'achètes pas tout l'immeuble, tu as bien sûr peu d'emprise. Tu as peu de levier pour limiter ces frais. Donc, il faut que quand tu achètes, ces frais soient déjà assez bas. Et pour que ces frais soient bas, il faut privilégier des immeubles qui ont peu de services à côté. Alors je sais bien, tu vas me dire, ouais mais c'est plus sympa d'avoir un espace vert et d'avoir un ascenseur que le contraire. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on est plutôt dans une démarche financière. Ce que tu veux, c'est augmenter ton capital rapidement dans l'immobilier. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir des charges limitées. Du coup, je te suggère de trouver des biens où tu auras les charges les plus faibles possibles. Enfin, ce que je voulais voir avec toi maintenant, tu as compris les mécanismes qui font qu'un bien est plus rentable qu'un autre, c'est vraiment de te focaliser sur ta première opération. Il faut que ta première opération immobilière, ton premier investissement locatif, soit dans le troisième cas qu'on a vu, c'est-à-dire un cas où tu vas au minimum être neutre en termes de sortie d'argent tous les mois de ta poche et au mieux avoir des rentrées d'argent et être cash flow positif. Pourquoi tu veux être dans ce cas-là? C'est pour pouvoir répéter l'opération. Si tu as un reste à vivre qui diminue, c'est-à-dire que tu es plutôt dans le premier cas qu'on a vu, la banque elle va te dire bah, écoutez monsieur Deloup, je vous ai prêté une première fois, pas de souci, vous avez un bon dossier, vous avez des revenus conséquents, je vous ai prêté, mais là quand vous revenez me voir, vous avez fait un premier investissement, mais je vois que tous les mois, vous avez maintenant moins d'argent de disponible. Donc la banque elle va être plutôt frileuse à continuer de te prêter, sauf si tu as des revenus très très hauts. Mais de toute façon, tu dois éviter ce cas-là parce que la banque, à un moment donné, va te dire stop. Toi, ce que tu veux, c'est que la banque continue à te dire oui. Et du coup, le cas dans lequel tu dois être, c'est dans le cas où tu as tous les mois plus de revenus dans la poche que tu n'en auras déboursé. J'espère que tu as bien compris les mécanismes qui font que tu peux dupliquer les opérations afin de te créer un capital immobilier conséquent. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.